Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 4. On raconte dans une ancienne légende qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. Le chant des dames de la mort. Épisode 6. Ranam, la naissance et la vie, partie 2. Nous avons quitté le camp par un petit chemin tout récemment taillé au milieu de l'immense jungle. Nous nous sommes dirigés vers le village des Ivanvos. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Au milieu de la forêt se dressait un immense pic rocheux haut d'une vingtaine de mètres. On aurait dit qu'il avait été déposé là volontairement pour permettre aux Ivanvos de s'y accrocher et d'y accrocher leur maison. Car en effet, un chemin de bois et de cordes partant du sol et montant en spirale jusqu'au sommet entourait l'immense pic. À intervalles réguliers, ce chemin s'écartait de la paroi pour laisser se glisser entre les deux une plateforme sur laquelle reposait une petite hutte. Plus l'on s'approchait du sommet, plus la plateforme était large et plus la hutte était grande. Tout au long du chemin et au pied du pic s'animaient des Ivanvos qui ne semblaient nullement dérangés par la présence des militaires et de l'armée française. Ces derniers, en tenue de combat, étaient très tendus, comme s'ils avaient surveillé les missiles nucléaires qui s'abritaient autrefois sous le plateau d'Albion. « C'est étonnant, n'est-ce pas ?» me dit Moreau. Je ne pus qu'acquiescer. « Mais vous n'avez encore rien vu. » Nous nous dirigeâmes sur la passerelle de bois et nous montâmes jusqu'à la troisième plateforme. Deux huttes reposaient sur cette dernière, à environ 6 mètres du sol. Moreau fit signe à l'occupant de l'une d'elles. Ce dernier sortit. C'était un Ivanvos d'une quarantaine d'années. Sa peau était mate, c'est très proche de ceux de Ranam. Et il était seulement vêtu d'un pagne. Moreau me regarda d'un air interrogateur. Je n'ai pas compris pourquoi tout de suite. Ce n'est qu'en baissant les yeux vers le buste de l'homme que j'ai réalisé. Sa poitrine était transpercée. Un trou d'une dizaine de millimètres de diamètre, placé juste à hauteur des poumons, permettait de voir de l'autre côté de son corps. Aucune goutte de sang ne coulait par cet orifice. En toute logique, cet homme aurait dû être mort. Moreau m'a expliqué qu'il y avait quelques cas similaires dans le village et que, malgré les recherches faites dans les alentours, il n'avait trouvé aucune trace de sépulture. « C'est comme si personne n'était mort dans le village depuis bien longtemps », conclut le soldat. Mon esprit cartésien me poussa immédiatement à trouver d'autres explications, mais Moreau avait réponse à chacune d'elles. Jeudi 17 octobre. J'ai rencontré aujourd'hui l'équipe de scientifiques venus sur place pour étudier les Ivanvos. 3 généticiens, dont le professeur Fabre, qui est sans doute à ce jour le savant français le plus coté, 2 chirurgiens militaires aux compétences indiscutables et un gérontologue qui m'a démontré que les plus anciens des Ivanvos qu'il a croisés au village ont au moins 1000 ans. Je me sens tout petit au milieu de ces éminences qui, de prélèvements d'ADN en exploration microscopique, sont pourtant restés au point mort. J'ai même assisté à un coup de sang de Fabre qui, en projetant une éprouvette de sang contre un mur, a hurlé « Rien, il n'y a aucune trace dans leur code génétique ». Les 2 chirurgiens se sont penchés sur les blessés. Ils n'ont même pas été capables d'expliquer pourquoi ils ne saignaient pas. C'était amusant de voir leurs cobayes se prêter volontiers au jeu étrange des 2 blancs et rire aux éclats quand l'un d'eux mettait le doigt tout au fond de la blessure. C'est incroyable, mais on aurait dit que cela les chatouillait. Ce soir, au repas, Moreau était dépité en écoutant le rapport des collègues. Je suis resté silencieux. J'ai suivi toutes les expériences de loin, n'intervenant que pour quelques traductions.
Je suis en effet le seul à pouvoir communiquer avec eux. Malheureusement, je n'ai pas revu Ranam. J'ai espéré le croiser, je l'ai cherché discrètement, en vain. Peut-être demain. J'espère demain. Vendredi 18 octobre. Quand j'ai demandé à Moreau s'il avait des nouvelles de Ranam, il m'a paru très mal à l'aise. Peut-être ne l'ai-je pas vraiment remarqué de prime abord, mais maintenant cela me semble évident. Sans conviction, il m'a dit qu'il ne l'avait pas revu, et je l'ai cru. C'est dans la journée que les soldats nous ont amené les premiers malades. Un jeune enfant tout d'abord, une dizaine d'années tout au plus, il souffrait d'une forte fièvre, à la limite du délire. Il enchaînait des périodes de conscience où il paraissait terrorisé par ce qui lui arrivait et les pertes de connaissance lorsque la fièvre montait trop. Les deux chirurgiens du camp se sont posés sur le cas, écartant par là même le médecin militaire du détachement qui n'a pas paru apprécier la manière. 1 ou 2 heures plus tard, un second cas nous est arrivé. Une jeune fille cette fois-ci, puis une dame plus âgée. En début d'après-midi, nous avions donc 3 malades. Étonnamment, il n'y eut aucune réaction de panique dans l'équipe. J'avais la désagréable impression qu'ils observaient des cobayes plus qu'ils ne soignaient des gens. La totalité des malades a été isolée du reste du camp. C'est vers le coup de 7 heures du soir que Ranam est lui aussi arrivé, touché par le même mal. On ne m'a pas laissé l'approcher. Je suis très inquiet. Mardi 26 octobre. Depuis une semaine, au rythme de 2 ou 3 par jour, c'est 24 malades qui sont arrivés à l'infirmerie du camp. Aujourd'hui, pour la première fois depuis que ce terrible fléau a frappé les Ivan Voss, il n'y a pas eu de nouveaux cas. Les malades les plus anciens sont dans un état des plus inquiétants. Leurs moments de lucidité sont de plus en plus rares. La plupart d'entre eux ne s'alimentent plus du tout et ne boivent qu'à minima. J'ai surpris une conversation inquiétante entre les deux chirurgiens. D'après eux, les premiers décès devraient survenir avant la fin du week-end. Je n'ai toujours pas eu le droit d'aller voir Ranam, et ce, malgré mes protestations auprès de Moreau. L'attitude de cet homme est de plus en plus difficile à supporter. Je propose mon aide, mais l'équipe médicale ne semble pas en vouloir. On m'écarte de plus en plus, faisant appel à moi que lorsqu'un malade veut s'exprimer. En général, lorsque je traduis les propos du pauvre bougre, Moreau et son second sont présents aux côtés des médecins. Je ne sais pas exactement ce qu'ils attendent, mais à chaque fois, ils paraissent déçus et m'invitent à regagner mes quartiers sans autre explication. Et toujours pas de nouvelles de Ranam. Lundi 27 octobre. Aucun nouveau cas depuis samedi, mais aucune amélioration chez les malades. Les prévisions des médecins ne se sont pas réalisées. Malgré la faiblesse de certains, il n'y a eu aucun mort. Il y a une chose qui m'interpelle cependant. Ce matin, j'ai eu une conversation avec le professeur Fabre qui, l'espace d'un instant, sans avoir laissé de côté toute méfiance. C'est arrivé presque par accident. Je tournais comme un chien fou devant l'infirmerie du camp lorsqu'il est sorti pour prendre l'air. Me voyant inquiet, il est venu jusqu'à moi et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai parlé de Ranam et du souci que me causait son état de santé. Cela a été l'entrée en matière d'une longue conversation que Fabre a voulu rassurante. Elle l'aurait été si à un moment il ne s'était pas coupé. Tout cela serait fini depuis longtemps si nous avions augmenté les doses, a-t-il glissé au milieu d'une phrase. Il n'avait pas fini son dernier mot qu'il est devenu plus blanc qu'un linceul. Il m'a regardé comme s'il voulait me sonder pour savoir ce que j'avais compris. N'y parvenant pas, il a balbutié quelques mots d'excuse et a pris congé. Autant que ces mots, son attitude m'a surprise. J'ai la conviction ce soir qu'il y a ici un secret que l'on se me cache. Mais quelle partie Fabre a-t-il laissé entrevoir malgré lui ? Mardi 28 octobre. 2 militaires sont venus me chercher de bonne heure ce matin. Ils m'ont à peine laissé le temps de m'habiller et ne m'ont pas permis de prendre une douche. Je me suis retrouvé en moins de 10 minutes à l'infirmerie, au chevet de Ranam. Il y avait du beau monde ici, Moreau, Fabre et les 2 autres généticiens. Comme s'il avait senti ma présence, le jeune Indien a ouvert les yeux à mon arrivée. Il a pris ma main avec difficulté et a murmuré quelque chose. Je n'ai pas compris. Alors je me suis penché vers lui et il a dû en appeler à tout son courage pour répéter. Manatomlok, Manatomlok, a-t-il répété plusieurs fois. Les regards curieux de toutes les personnes présentes se sont posés sur moi. Ils espéraient sans doute que je leur donnerais la signification de cette palabre. J'ai appris par la suite que Ranam la répétait sans cesse depuis la veille au soir. Alors, demanda Moreau, que veut-il ? Il y avait quelque chose de faux dans le ton qu'employait le militaire, quelque chose qui me mit mal à l'aise. J'hésitais à lui répondre, mais Ranam insista. Manatomlok.
Le second mot ne me disait rien. Maha voulait dire emmener. Mahana en était une forme conjuguée, signifiant emmenez-nous. Moreau s'énerva. Il se fit même menaçant, me rappelant qu'en aidant Ranam à s'enfuir, j'avais trahi mon pays et qu'il tenait qu'à lui que je le paye cher. Pourtant, Tomolok ne m'évoquait toujours rien. Je sollicitais la possibilité d'aller consulter mes notes. Majestueusement, Moreau me donna 1 heure. C'est presque par hasard que la solution s'agrippa à moi. En relisant les notes prises sur le mot miltik, la souffrance, je me suis aperçu que j'avais précisé que Ranam employait parfois à la place moltok. Sans doute une version plus ancienne. Un nouveau tour d'horizon des mots de vocabulaire en ma possession m'attira sur le mot timalek, origine. Se pouvait-il que Tomolok soit une forme ancienne de timalek? J'en aurais le cœur net dès le lendemain en demandant à Ranam. Vendredi 31 octobre. Ce soir, il pleut sur la jungle, comme il a plu depuis ce matin, une pluie lourde qui ne parvient pas à rafraîchir. Nous avons marché toute la journée et sur nos visages marqués de fatigue, les gouttes de pluie se mélangeaient aux gouttes de sueur. Une bien étrange sensation. Nous avons quitté le camp de base et le village Ivan Voss avant-hier, après que j'ai pu donner la signification de la phrase de Ranam à Moreau. Conduisez-nous au temple des origines. Nous sommes 13 dans l'expédition, et j'espère que cela ne nous portera pas malheur, car je me demande de plus en plus où cette aventure peut bien me conduire. Moreau est devenu comme un fou quand il a appris la traduction. Il a acquis la certitude que le secret de l'immortalité des Ivan Voss se trouvait là. Il a ordonné que l'on charge tous les malades à bord de plusieurs 4x4, a constitué une équipe et nous sommes partis. Très vite, il n'y a plus de piste accessible aux véhicules, mais cela n'a pas découragé le gaillard. Il a fait mettre Ranam sur un brancard et avec 11 autres, dont Fabre et moi, je me demande bien pourquoi il a voulu que je vienne, il s'est engagé, enfin, nous nous sommes engagés dans la jungle. Ranam était paniqué à l'idée de laisser les autres malades, mais Moreau et les autres nous rejoindraient dès qu'on aurait trouvé le lieu. Cela devrait être chose faite dès demain. Je ne peux m'empêcher de sourire en me disant que nous trouverons peut-être le secret de l'immortalité le 1er novembre, la Toussaint, la veille de la fête des morts. Samedi 1er novembre. Le temple des origines est un lieu étrange. Étrange à plus d'un titre. Ce n'est en rien un lieu de culte, comme nous nous y attendions. C'est un village abandonné, mais abandonné il y a peu de temps sans doute, car toutes les maisons en torchis sont en parfait état. Au centre du village se trouve une petite place, au centre de laquelle a été érigée une sorte de grand totem, ou plutôt d'obélisque, en bois, comportant aucune marque distinctive. Ranam a demandé à être installé là, puis il a demandé à ce qu'on le laisse. Rongé par l'inquiétude et l'esprit empli d'une quantité impressionnante de questions, je suis parti le retrouver au bout de 3 heures. Fabre et Moreau étant partis inspecter le village à la recherche d'informations sur leur quête d'immortalité, et les autres étant plongés soit dans des siestes bien méritées, soit dans des parties de cartes au réel obscur pour moi, j'en ai profité pour m'éloigner discrètement et donc rejoindre Ranam. Ce dernier s'était assoupli et j'ai hésité à le réveiller. Il a dû le sentir, car il s'est retourné et a ouvert sur moi ses grands yeux verts. Il a souri, mais son sourire était marqué par la douleur qui lui déchirait les entrailles. Un petit toussotement, un tremblement, et j'ai vite acquis la certitude que son état de santé n'allait pas mieux. Je lui ai alors demandé s'il avait besoin de quelque chose, mais il n'a pas répondu à ma question. Il a de nouveau tout sauté. « C'est toi, mon ami, qui as besoin de quelque chose, m'a-t-il alors dit. Besoin de réponses à tes questions. » Nous avons discuté un long moment. Le village dans lequel nous nous trouvions était celui où était né le peuple Ivan Voss. Ces derniers l'avaient abandonné depuis fort longtemps afin de gagner le rocher plus sûr et surtout plus grand. Mais la tradition exigeait que l'on entretienne le lieu, ce qui expliquait l'excellent état des bâtisses. Quand un Ivan Voss avait un problème, il venait là, et après quelques jours de jeûne et de méditation, tout reprenait son cours. Lundi 3 novembre. Ce matin, les autres malades sont arrivés avec le reste de la troupe. Je suis soulagé car la tension devenait insupportable. Moreau était invivable.
Avec ses soldats, il a ratissé le village pendant toute la journée d'hier, sans rien trouver. Il est depuis lors d'une humeur horrible. Pouvoir m'occuper des Ivan Voss malades avec les 2 médecins militaires me permet d'échapper à cet affreux personnage. Ranam est dans un état stationnaire, mais l'arrivée de ses frères semble lui avoir donné un coup de fouet. Il est même parvenu à se lever pour saluer chacun d'eux, que l'on a installé également sur la place du totem. J'ai dû le soutenir pendant toute l'opération, mais je suis heureux de le voir reprendre confiance ainsi. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Ce soir, Moreau était toujours aussi énervé. Jeudi 27 novembre. Voilà plus de 20 jours que je n'ai pas écrit une ligne dans mon journal. Les événements que je viens de vivre sont tellement incroyables que j'ai eu bien d'autres préoccupations. Tout a commencé le 4 matin, lorsque je me suis rendu auprès de Ranam. Il était surexcité. On peut commencer maintenant. On peut commencer, m'a-t-il dit. Commencer quoi? Le rituel de guérison. Mais je croyais qu'il suffirait que vous restiez. Je sais, c'est ce que je t'ai dit, mais je ne voulais parler de rien avant d'être sûr que les autres seraient là. Il parlait si rapidement que je parvenais difficilement à traduire tous les mots qu'il me disait. Je compris qu'il voulait que je l'accompagne un peu à l'extérieur du village. Tous les autres dormaient, soldats français comme malades Ivan Voss. Il s'est appuyé sur mon épaule et nous avons traversé la petite rue de terre battue, complètement déserte, sous la seule surveillance de quelques étoiles et d'une lune bien timide. Moreau n'avait pas jugé utile de mettre en place des tours de garde, et à cet instant, je l'ai béni pour ce manque de précaution. Nous avons marché au moins de 10 minutes dans la forêt avant d'atteindre une petite colline sur le flanc de laquelle s'ouvrait une grotte qui me parut bien petite. Nous dûmes ramper pour nous y glisser. Une fois à l'intérieur, Ranam, dans l'obscurité la plus totale, parvint, et ce malgré son état de santé, à trouver des torches qui semblaient nous attendre et à les allumer. Je me suis retrouvé face à un spectacle des plus impressionnants. Nous étions dans une salle assez grande, au milieu de laquelle la nature avait dressé un autel que les Ivan Voss semblaient utiliser. Tous les murs étaient peints de hiéroglyphes précolombiens. Je mis un moment avant de reconnaître leurs origines, car je ne m'attendais pas une seconde à trouver ici. Mais il s'agissait bien de l'écriture des Mayas, dont la civilisation pourtant n'est jamais venue aussi loin en Amérique du Sud. Ranam se prosterna auprès de l'autel et commença une étrange prière. Je ne pus pas saisir le sens de ces mots. Sans doute un vieux langage, mais certainement pas de l'Ivan Voss actuel. Cela dura presque une heure, puis il me fit signe qu'il fallait attendre. Il s'installa avec peine contre une des parois de la grotte et sembla s'endormir. Au bout d'un moment, pour m'occuper, je pris un papier que j'avais dans la poche et je me mis à recopier les hiéroglyphes. Je connaissais un collègue que cela ne manquerait pas d'intéresser à mon retour à Paris. Un spécialiste des civilisations précolombiennes qui aurait sans doute du mal à croire que j'ai trouvé ces signes mayas en Guyane. Je serais bien incapable de dire combien d'heures se sont écoulées alors. Coupé de tout repère, de toute lumière naturelle, et j'ai pris conscience que je n'étais plus capable de compter le temps. Des bruits venant de l'entrée de la grotte, puis des voix impossibles à reconnaître attirèrent soudain mon attention, et tirèrent Ranam de sa léthargie. Il essaya de se relever, mais la fièvre avait profité de son sommeil pour l'attaquer davantage, et il resta immobile. Je le rejoignis pour lui donner un coup de main. D'un coup d'œil circulaire, je cherchais dans la grotte mal éclairée un endroit pour nous cacher. Mais à part quelques zones d'obscurité que les maigres torches n'éclairaient pas et qui seraient vite découvertes par les nouveaux venus, il n'y avait rien. J'étais encore en pleine réflexion quand le premier visiteur sortit de l'étroit broyau qui conduisait à l'extérieur. Je reconnus de suite un des soldats de notre groupe, et ce fut un grand soulagement. Immédiatement derrière lui, Moreau apparut, puis Fabre, et encore un autre soldat. Moreau exultait, sans adresser à Ranam et à moi la moindre attention. Il répétait sans cesse en direction de Fabre que son plan avait parfaitement marché, et qu'il aurait bientôt le secret de l'immortalité. Quand il réalisa qu'il se trouvait simplement dans une grotte sanctuaire, sans absolument rien de particulier, sinon quelques hiéroglyphes, il entra dans une de ces fureurs noires qui lui étaient si communes. Mais c'est surtout l'intervention de Fabre qui fit tout basculer. Depuis quelque temps, je sentais bien que le professeur n'était pas à l'aise, et cette fois, il se laissa aller. Je vous avais bien dit que tout cela ne servait à rien, que ce serait criminel, contaminer toute une partie de la population Ivan Voss. La vérité m'éclata au visage à ce moment, comme une terrible évidence. La maladie des Ivan Voss n'était pas une simple coïncidence, ni même une maladie que nous aurions apportée sans la vouloir. Non, la maladie qui frappait le peuple de Ranam avait été volontairement inoculée aux malheureux pour les pousser à nous révéler le secret de leur immortalité. Moreau n'était sans doute pas à l'origine de ce plan d'un cynisme sans nom, et je compris que, malgré moi, j'avais été manipulé.
Les vaccins que l'on m'avait faits à mon arrivée prenaient un nouveau sens, et si j'avais pu m'échapper si facilement de la base de Kourou, c'est qu'on m'avait laissé partir, et que, en plus de Ranam, j'avais apporté le fameux virus, sans doute inoculé au pauvre Ranam avant que nous nous échappions. De même, si Moreau n'avait pas organisé de tour de garde la veille, c'était pour que nous partions et qu'il puisse nous suivre. J'ai appris par la suite qu'il nous avait perdus et avait eu du mal à nous localiser. La réaction de Fabre ne fit qu'augmenter la colère de Moreau. Il hésita, ne sachant contre qui tourner sa violence. Il sortit son arme et se jeta sur Ranam. Il le prit au collet, le dressa sans ménagement et lui ordonna dans une langue que le malheureux Ivan Voss ne pouvait pas comprendre de lui révéler le secret de l'immortalité, de lui dire comment les Ivan Voss faisaient pour vaincre la mort. Ranam, bien que ne saisissant rien au palabre du militaire, sentait bien que la situation était dangereuse pour lui, et l'on pouvait lire sans aucun problème la peur sur son visage. La réaction de Fabre fut si rapide et si spontanée que personne n'y s'attendait, si bien que les deux autres militaires n'eurent pas le temps de réagir. Le scientifique plongea littéralement sur le militaire, lâchant Ranam. Moreau perdit l'équilibre et roula au sol, entraînant Fabre dans sa chute. Mais le soldat, plus aguerri au combat, reprit vite le dessus. Il se releva d'un magistral coup de pied et envoya Fabre gicler à l'autre bout de la pièce. Les deux autres soldats se précipitèrent déjà pour arrêter le scientifique. Mais plutôt que de maîtriser, ils l'aidèrent à se relever, car il n'était plus en état de réagir. Se désintéressant de son sort, Moreau se tourna pour s'en prendre à Ranam, qui hurla de terreur. Ce cri ramena Fabre à la réalité, et profitant d'un instant d'inattention de ses geôliers, il saisit l'arme de poing de l'un d'eux. Deux coups de feu résonnèrent étrangement dans la caverne, et Moreau s'écroula. Il s'ensuivit un court instant où le temps parut s'arrêter, et puis les deux militaires réagirent en maîtrisant Fabre, tandis que je me précipitais pour assister Moreau. Trop tard, le militaire était mort. Ranam se pencha vers moi, il ne comprenait pas. Il regardait Moreau, le secouait, pensant naïvement qu'il allait réagir, mais il n'en fut rien. « Mais que se passe-t-il » demanda-t-il alors. Il ne fut pas simple d'expliquer ce qu'était la mort dans une langue où ce mot ou ce concept n'existait pas, et quand je déclarai que tous les hommes mouraient, Ranam resta pétrifié. Nous devons rentrer et expliquer cela aux autres. Je n'eus pas l'occasion de le faire. Dans la journée, nous fûmes tous les scientifiques et moi évacués vers Kourou. Fabre était naturellement aux arrêts. Je passai encore une semaine à la base militaire où je fus entendu par la commission d'enquête. On me fit signer un document assurant que je garderais la confidentialité de tout ce que j'avais vécu. Mais ils ont refusé à tout net de me donner des nouvelles de Ranam et des autres Ivan Voss. On me fit comprendre que j'avais de la chance de m'enterrer ainsi et qu'il fallait que je me contente de cela. Mon retour à Paris le 12 novembre dernier fut des plus difficiles. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Fabre. Je ne sais pas si l'on a pu soigner les Ivan Voss. J'ai rencontré mon ami spécialiste de la culture maya et lui donné la copie des hiéroglyphes retrouvés dans la caverne. Naturellement, je ne lui ai pas dit ni où ni comment je les avais eus. J'ai simplement parlé d'un voyage en Amérique latine, d'une visite et d'un guide incapable de m'expliquer la signification de ce que je voyais dans les ruines. Avant-hier, il m'a donné la traduction, persuadé d'avoir affaire à une légende dont il n'avait jamais entendu parler. Pour lui, c'était une légende. Pour moi, tout s'est éclairé. D'après le texte, Omalek était le chef d'un village éloigné de l'Empire maya. Il était très sage et pensait que la pire invention de l'homme était la mort. Aussi, décida-t-il un jour de s'éloigner de la civilisation et de trouver un lieu où l'on pourrait élever les enfants sans leur parler de la mort. Dans un premier temps, il fallut cacher les disparitions plus jeunes. Il y eut des accidents et Omalek mourut avant que son rêve ne soit achevé. Le récit de cette étrange aventure fut écrit par le dernier de ses disciples qui connut la mort. Après lui, toute la population de ceux qui étaient devenus les Ivan Voss avait oublié ce qu'était la mort. Quelle étrange révélation! La mort n'était pas innée, mais acquise. Quand mon ami m'a rapporté cette traduction, mon sang s'est glacé. J'ai expliqué à Ranam ce qu'était la mort. Je dois savoir quelles ont été les conséquences de mes actes. Mardi 2 décembre.
J'ai enfin réussi à entrer en contact avec François Egat, qui est lui aussi revenu de Guyane depuis peu. J'ai su, d'après mon départ, que c'est lui qui a été envoyé dans le village des Ivanvos pour poursuivre mes recherches. Les nouvelles qu'il m'a données ont confirmé mes craintes. Les Ivanvos malades sont tous morts, et dans le reste de la tribu, plusieurs décès ont eu lieu également. Plus de doute, je leur ai appris bien malgré moi à écouter le chant des dames de la mort.